première moitié de ma vie a été une vie professionnelle, professeur de lycée. J'ai enseigné la philosophie, voilà, de la moitié des années 70, pour tout vous dire, à la fin à peu près des années 90. À la suite de quoi, j'ai rencontré l'INRP, l'Institut National de Recherche Pédagogique, qui m'a permis d'être enseignant associé à un groupe de recherche où, l'appétit venant en mangeant, j'ai fait une thèse en sociologie qui était consacrée à la socialisation politique des lycéens. Et l'appétit continuant à venir en mangeant, j'ai été recruté à l'université de Nantes, comme Prague à l'époque. Et puis je suis devenu maître de conférence à Nantes, à la suite de quoi j'ai eu un détachement à l'INRP, appelé par Philippe Mérieux pour monter un observatoire de la recherche en éducation. Ça n'a pas duré longtemps parce que Philippe Mérieux a quitté l'INRP, l'INRP a été délocalisé à Lyon et cette fonction s'est un peu perdue, après elle a été retransformée, voilà. J'ai donc préparé une habilitation à diriger des recherches qui m'a amené comme professeur à l'IUFM de Créteil. Mon laboratoire était le laboratoire ESCOL, dont on va sans doute parler dans quelques temps. Et puis, par un jeu de mutation, j'ai fini ma carrière à Paris 8, où est implanté ce laboratoire. Alors il y a eu évidemment beaucoup d'auteurs et qui ne sont pas exactement les mêmes si l'on prend ma première moitié de vie professionnelle philosophique et la deuxième. Cela dit, je pense qu'il y a quand même une transversale entre tout ça. Voilà, les auteurs qui m'ont inspiré sont des auteurs qui en général étaient, je parle au plan philosophique, des auteurs qui refusaient les explications à partir d'un au-delà. Qui essayait de rendre compte du monde à partir de lui-même. Voilà, ça c'est un peu une constante. Alors évidemment, il y a Spinoza, il y a Marx, il y a des auteurs de ce type-là qui ne vous surprendront vraisemblablement pas, avec notamment cette devise de Spinoza qui a été reprise par beaucoup d'autres, dont par Bourdieu bien avant moi, l'idée que pour expliquer le monde, il fallait ni rire ni pleurer mais comprendre. Et ça c'est une espèce de devise qui reste profondément attachée en moi, parce que je crois qu'il faut, dans les choses complexes de l'éducation, essayer d'éviter les effets de manche, mais s'attacher de manière tout à fait patiente à comprendre de quoi il est question. Sur le plan sociologique, comme lycéen moi-même, à la fin des années 60, j'ai lu évidemment, comme tout le monde à l'époque, Bourdieu, Passeron, j'ai découvert qu'il y avait des héritiers, j'ai découvert que le message républicain du mérite était un peu biaisé, et donc tout ça quand même changeait profondément ma façon de voir les choses. Progressivement, mes lectures ont un peu changé, à la fois parce que sont apparus des sociologies qu'on a appelées constructivistes à l'époque, c'est-à-dire qui ne reniaient pas l'héritage de Bourdieu et de ses collaborateurs, mais qui essayaient de faire un peu plus de place à la façon dont les acteurs, on va dire rapidement, contribuaient jour après jour à la construction d'un monde social, avec ce que ça peut comporter d'aléatoire et de non déterministe, en tout cas déterministe d'une façon absolue. J'ai découvert aussi des auteurs qui n'appartenaient pas à la tradition philosophique continentale, on va dire. Hein. À ma grande honte, presque, je dirais aujourd'hui, j'ai découvert John Dewey sur le tard, hein, pour des raisons de traduction d'une part, mais aussi parce que c'est des paradigmes qui n'étaient pas ceux de la philosophie, voilà, que j'appelle continentale pour aller vite. J'ai découvert des gens comme Boltanski, qui a été à mon jury de thèse, et qui ont été importants pour moi pour comprendre les grammaires à partir desquelles les acteurs élaboraient jour après jour le monde social, poser les questions en termes de débat de justice, en invoquant des principes, parce que c'est ce que je voyais à l'œuvre aussi chez les lycéens, qui me donnaient une vision assez différente de celle que j'avais d'eux quand j'étais enseignant. Je les voyais un peu passifs, peu intéressés. Et lorsque j'ai fait des entretiens avec eux, en fait avec d'autres, je me suis rendu compte qu'ils avaient une autre vie, une vie souterraine, hein, d'une certaine manière,
et qui était un peu l'architecture du lycée, en tout cas qui contribuait à faire tenir le lycée malgré les contradictions importantes dans lesquelles ils étaient engagés. Voilà. Donc des auteurs comme ça, des auteurs nord-américains, je pense à Howard Baker, qui j'emprunte beaucoup aujourd'hui, l'idée que les étudiants, les élèves, mais au fond tous les acteurs sociaux, fabriquent des perspectives qui ne sont pas simplement des représentations du monde, mais aussi des manières collectives d'agir sur le monde dans le sens de leurs intérêts, et qui participent de ce jeu de tension qui est celui du monde social et du monde scolaire en particulier. Alors, je m'intéresse à la question de l'autonomie des élèves parce que il me semble, lorsque j'ai fait ce livre de manière rétrospective, qu'en fait, elle traversait beaucoup de mes travaux. Mes travaux ont évolué au cours du temps et en fonction des lieux d'affectation. C'était des travaux plus de sociologie politique, on va dire au début, vers quelque chose qui a pris en compte les apprentissages des élèves et les inégalités d'apprentissage. Voilà. J'ai moi-même été assez frappé par la découverte dans les années 90 des travaux de l'équipe Escole, Charlot, Bottier-Rochex, qui, par rapport aux sociologies classiques, mettait en évidence l'importance des savoirs et des rapports au savoir dans le destin scolaire des élèves. Donc cette question de l'autonomie, je m'y suis penché d'une certaine manière parce qu'elle est la trame de notre époque d'un point de vue scolaire. Lorsqu'on regarde un peu aujourd'hui ce qui peut circuler sur Internet, on voit qu'il y a des crèches qui vantent pour les enfants qui vont y être inscrits la capacité d'être autonomes. Dès qu'ils arrivent, il y a des tables à leur hauteur, ils peuvent se déplacer, ils vont apprendre l'autonomie. Thématique a été beaucoup développée. Si vous regardez à l'autre extrême du spectre, qui convient plutôt à mon âge aujourd'hui, on commence à s'inquiéter de savoir si les personnes vont être autonomes. D'ailleurs, il y a une classification des 3 ou des 5 gestes que vous êtes encore capable d'opérer et qui vont être pris en compte par votre contrat d'assurance au moment où on décidera que vous n'êtes plus assez autonome pour ça. Donc ça me paraît vraiment la trame de notre époque, l'idée que l'individu contemporain doit être responsable de soi, auteur de sa vie, qui font partie d'un idéal tout à fait respectable. Si on ramène aux ancêtres qui ont élaboré les Lumières, Emmanuel Kant ose apprendre cette idée que, certes, il y a des pouvoirs, il y a des puissances, mais l'individu lui-même doit être capable de puiser dans son propre fond des manières de ne pas être son propre oppresseur, et d'oser affronter la vérité et ses critères parfois exigeants. Voilà. Dire que notre époque, elle est héritière de ça, d'un univers dans lequel l'individu doit être capable de se prendre en main, de tracer son chemin, etc. Alors, ça a été évidemment matérialisé dans beaucoup de dispositifs. Parcoursup, pour toucher un sujet un peu brûlant, est une incarnation de ça. Elisabeth Borne, ministre, disait que dès la maternelle, les élèves devaient commencer à se soucier de leur avenir scolaire et professionnel. Donc, ça imprègne profondément. Donc ça, c'est le discours, je dirais, c'est l'ambiance. Et lorsqu'on va voir de près dans les établissements, on voit des enseignants qui nous disent voilà, c'est un jeu bien connu de patates chaudes, mais comment se fait-il que les enseignants du primaire envoient au collège des élèves aussi peu autonomes ? Et puis vous passez au lycée, on vous dit mais comment les profs de collège nous ont donné des... Et puis on va à l'université, etc. Et bon, au bout du bout, on finit par revenir au jardin d'enfants, voire aux mamans qui n'ont pas été capables de produire des élèves suffisamment autonomes, sans que, de mon point de vue, à aucun de ces stades où on fait des constats, on se demande mais à quel moment les a-t-on aidés à être autonomes et qu'a-t-on fait pour leur autonomie ? Donc c'était un peu ça l'idée, qui s'inscrit dans des travaux sociologiques, je pense à ceux de Robert Castel, qui vous dit, voilà, être individu, alors vous savez, je ne sais pas si on distingue parfois individuation et individualisation, toutes les sociétés produisent des individus, mais nos sociétés produisent des individus individualisés qui sont capables de s'assumer en tant que tels. Et Robert Castel nous dit, ça commence en gros avec l'époque de la Révolution française, où on affirme le droit à la propriété de soi comme à la propriété, et dit-il, ça va ensemble, parce que vous ne pouvez être vous-même que si vous possédez quelque chose.
Et ce qui nous explique à grands traits, c'est qu'il y a ça avec le développement du capitalisme, mais les droits sociaux acquis ont permis par la suite à de larges fractions de la population de devenir plus individus qu'auparavant, parce qu'on mettait à leur disposition un capital social sous forme d'assurance, sous forme de retraite, etc., etc. Et la thèse de Castel était qu'il y avait un affaiblissement contemporain aujourd'hui de ces supports sociaux qui produisait ce qu'il appelait des individus par défaut. Et moi j'ai été assez convaincu par ce raisonnement. Beaucoup d'élèves sont des élèves par défaut, qui sont censés assumer des trajectoires sans pour autant avoir les supports donnés par leur milieu familial ou l'institution pour y parvenir. Donc c'est ça qui m'a traversé, et j'ai essayé de suivre le fil à travers différentes recherches que j'avais conduites, dans lesquelles je me rendais compte qu'il y avait une sorte de dénominateur commun, qui était ça, l'injonction à être soi-même, et les grandes difficultés à le réaliser. Je prendrai qu'un ou deux exemples qui sont peut-être un peu spécialisés, mais les théories de la lecture littéraire aujourd'hui sont des théories dites du sujet-lecteur. Être sujet-lecteur, ça veut dire que il y a, comme auparavant, des droits du texte, c'est-à-dire qu'on imagine que l'auteur a écrit un certain nombre de choses avec un certain but, mais on n'est plus dans l'idée qu'il y aura un secret du texte que les élèves devraient découvrir, qu'il y aura un message de l'auteur enfoui dans les hémistiches. Il doit y avoir une dialectique entre la réception par un sujet et ce qui a été encodé par un auteur. Et ça, pour valider ce magnifique idéal de lecture littéraire, ça suppose des élèves capables de naviguer entre des données objectives, le fait qu'il y a une histoire littéraire, le fait qu'il y a des figures de style, qu'on doit poser des termes, mais en même temps, le fait que ça me fait quelque chose à moi, et je dois proposer des hypothèses de lecture qui soient compatibles avec le texte. Et on peut faire ça aussi dans des groupes d'interprétation, avec des communautés de lecture, etc. Cet idéal-là, il est très difficilement tenable pour beaucoup d'élèves. On voit dans nos travaux, j'ai fait une recherche sur le commentaire de texte au baccalauréat en particulier, que beaucoup d'élèves, pour se protéger, apprennent par cœur des figures de style. J'avais fait une enquête sur la disserte de philo qui repose aussi sur le même principe de la dévolution à l'élève de la problématique, où beaucoup d'élèves disaient moi j'apprends par cœur 10 ou 12 citations, et c'est bien le diable si j'arrive pas à en caser 5 ou 6 le jour du baccalauréat. Voilà. Dans le travail que j'avais fait, on voyait que beaucoup des incipits des dissertations, des manières de commencer, disaient Platon, Aristote et Kant ont dit que, et donc il n'y a plus de problème puisque je ne vais pas moi polémiquer avec ces génies de l'histoire de la pensée. Voilà. Donc c'est ça qui m'a interpellé, le grand divorce qu'il peut y avoir pour beaucoup d'élèves entre, encore une fois, les injonctions à être soi, à se développer, aussi bien dans le projet personnel et pédagogique que dans l'exercice didactique, et la grande difficulté pour eux de puiser dans des ressources qui leur permettent d'assumer ce rôle extrêmement difficile. Alors les idées essentielles, je crois qu'une des premières idées, c'est d'essayer de dissiper une illusion assez fréquente, qui est de confondre l'indépendance et l'autonomie. L'indépendance, c'est quand un pays décide qu'il n'a plus besoin, il peut couper le cordon par rapport au pays colonisateur ou envahisseur, quelle que soit la modalité, et qu'il peut vivre seul avec ses ressources. Alors j'y reviendrai parce qu'à mon avis, ça donne lieu à beaucoup de malentendus, notamment chez les élèves de milieux populaires, qui confondent très largement indépendance et autonomie pour des raisons que j'essaierai de dénoncer rapidement. L'autonomie, c'est, si on en revient à la racine grecque de la notion, c'est le fait que vous vous donnez à vous-même des règles. Mais ça ne veut pas dire que vous avez créé les règles. Et là est, à mon avis, l'ambiguïté, parce que être autonome dans la pensée, c'est pas du tout imaginer des concepts qui n'auraient jamais existé. C'est au contraire considérer qu'il y a une sorte d'héritage de l'humanité qui nous précède, qui nous définit comme humains d'ailleurs, selon ce que les philosophes ont appelé parfois un processus d'hominisation, c'est-à-dire je deviens moi-même quand j'intériorise toutes sortes tout un legs qui a été longuement, patiemment accumulé en dehors de moi. Voilà, être capable de parler, c'est bien évidemment ne pas inventer le langage, même si on peut le modaliser, c'est être héritier de structures d'énonciation qui sont en même temps des structures de pensée, dans des systèmes qui ont des substantifs ou pas, des verbes de tel type ou pas, et qui modèlent profondément la pensée. Donc l'idée de l'autonomie intellectuelle, moi je la prends
au sérieux de ce double aspect, c'est qu'il y a soi-même, mais il y a en même temps l'autre que constitue l'héritage. Alors ça a des effets, à mon avis, tout à fait important. Lors d'une enquête que j'ai faite dans un collège super rep de l'Essonne, c'était une recherche collaborative dans le cadre des LEA. Les LEA sont des lieux d'éducation associés à l'IFE qui se développent. Et les collègues de ce collège étaient venus nous chercher parce qu'ils nous disaient, bon, collège voilà, très faible dans ses résultats, avec des indices de positionnement social très faibles. Ils nous disaient, voilà, les quelques rescapés de notre collège qui vont au lycée général et technologique, les enseignants disent, comment se fait-il qu'ils soient aussi peu autonomes? Donc ils ont voulu savoir. Nous avons donc fait une enquête en soumettant un questionnaire à tous les élèves du collège, de la 6e à la 3e, et pour le dire rapidement, ce qui ressortait de ça, le premier point, c'est que les élèves n'étaient pas du tout désarçonnés par l'idée d'autonomie. Tous en avaient entendu parler. Le deuxième point, c'est qu'il y avait chez eux un amalgame entre ce que certains appellent l'autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire ses lacets tout seul, trouver le bureau du CPE sans problème, savoir préparer son cartable le soir, etc., etc. À la maison, on leur posait la même question. C'était être capable de m'occuper de mes petits frères et de mes petites sœurs quand mes parents font les 3-8 ou quand papa est en prison, ou voilà, dans des cas de ce type-là, se débrouiller à travers les dangers de la ville, être un lutteur, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire voilà, être autonome, pour eux c'était ça. Et ce qui était tout à fait manifeste, c'est qu'ils faisaient une sorte de copier-coller entre cette autonomie fonctionnelle de jeunes dans la cité et dans la famille et l'autonomie intellectuelle. Et ce qu'ils disaient, un élève autonome, c'est un élève qui ne demande jamais rien à personne. C'est un élève qui fait ses devoirs tout seul, sans rien demander, et on sait par des travaux de socialisation, je pense à des travaux américains de Annette Larreau ou McCrory Calarco, qu'il y a des éducations et des socialisations très différentielles. Pour le dire très rapidement, les enfants des catégories supérieures sont habitués aux États-Unis, mais je pense que le pendant français existe, à pouvoir demander aux enseignants ce dont ils ont besoin. Les parents leur disant, souvent c'est dans le prion, les pays sont là pour toi, tu peux demander, et donc ils n'hésitent pas. Alors que les gamins d'origine plutôt ouvrière sont habitués à dire « ne te fais pas remarquer, surtout ne nous fais pas honte, ne demande rien à personne, sois costaud, sois solide, etc. » Et cette dualité était tout à fait observable et remarquable chez ces élèves-là, dont on voyait bien qu'ils regardaient, encore une fois, l'univers de l'école comme l'univers de la ville, et se trompaient lourdement du point de vue des enseignants, parce que être autonome, c'est d'abord savoir de quoi on a besoin, et ensuite savoir à qui on peut demander ce dont on a besoin. Alors d'autres aspects peut-être, c'est que il y a dans l'ensemble des exercices auxquels les élèves sont confrontés, une façon de ne pas les étayer. Et là, ça boucle avec des travaux de Brunner en particulier, hein, que j'ai lu aussi sur le tard, mais qui me paraissaient tout à fait intéressants pour contester, enfin, pour dire qu'il vaut mieux essayer de compenser, il vaut mieux essayer, d'étayer plutôt que de compenser. Les théories de la compensation, dont Brunner a fait la critique dès le début, sont assez significatives de cette vision de l'autonomie, parce qu'elles supposent que les gens qui ne réussissent pas sont des gens à qui il manque quelque chose pour réussir, et que ce quelque chose est un quelque chose d'universel. Le problème de l'éducation, de mon point de vue, et le problème des apprentissages, c'est pas qu'il manque quelque chose à des personnes, c'est que ces personnes ont des choses qui ne sont pas ce qu'elles devraient avoir pour apprendre à l'école. Et donc, avant de leur apporter, il faut leur faire travailler les notions, voilà, là on est un peu dans la version bachelard des choses, hein, les pré-notions qu'ils peuvent avoir sur les choses qui sont requises par les explications scolaires, et donc il faut travailler ça, et au lieu de leur apporter des contenus indigestes,
partir de ce qu'ils ont pour en faire en effet des sujets autonomes. Et donc, si vous voulez, pour moi, et je finirai là-dessus, cette question de l'autonomie, elle suppose en effet des élèves équipés, mais des élèves équipés non pas avec un bagage standard, mais avec quelque chose qui soit capable de transformer ce qu'ils savent du monde, ce qu'ils construisent du monde, en quelque chose qui se rapproche des attendus scolaires. Alors le problème de ces questions-là, c'est qu'elles sont systémiques, hein, et qu'il est extrêmement difficile d'agir sur un levier sans agir sur d'autres, mais sans cultiver néanmoins l'illusion qu'on pourrait agir sur tous les leviers à la fois. C'est ça vraiment la difficulté. Il me semble qu'il y a un point de vue curriculaire que l'on doit adopter, qui est, lorsqu'on s'intéresse à l'autonomie des élèves, de ne pas les regarder comme des singularités simplement, même s'ils sont aussi ces singularités, mais de les voir comme emmaillés dans un système éducatif construit de longue date, dans lequel les savoirs ont été construits. Alors, ils sont construits, on en a écarté certains, on en a retenu d'autres, à partir de finalités plus ou moins dites, plus ou moins explicites, mais qui façonnent largement les esprits. C'est pas la même chose d'élever une génération pour faire la guerre, d'élever des jeunes filles pour être épousées un jour, de former des citoyens, et aujourd'hui de former des êtres humains capables à la fois d'être citoyens, mais de faire face aux dérèglements du monde, aux problèmes posés par les évolutions de la planète, etc. Bon, il y a des paradigmes qui interviennent dans l'autonomie, parce que si l'autonomie c'est s'approprier cette espèce de capital extérieur à moi, bien évidemment, il faut prendre en compte la nature de ce capital à un moment donné. Et là, je crois que notre système est assez largement en retard en termes de réflexion qu'il pourrait avoir. D'ailleurs, une de ses caractéristiques, c'est qu'il débat assez peu aujourd'hui sur les finalités. On a beaucoup de dispositifs techniques qui disent comment il faut apprendre, des fiches qui peuvent être données, y compris par le ministère, et qui, de mon point de vue et du point de vue d'autres personnes, bien évidemment, ne délibèrent plus sur les finalités. Donc là, il y aura un effort à faire, et notamment l'effort qui consiste à dire que quand on massifie le système éducatif, on ne peut pas le faire sans s'intéresser aux cultures d'origine des élèves, qui sont aujourd'hui plurielles, qui sont variées. Il est tout à fait sidérant de voir des élèves de ces collèges de super banlieue parler parfois 3 langues à la maison et être en difficulté pour apprendre les langues à l'école. On se dit qu'il y a quelque chose de la compétence linguistique qui est sans doute perdue, parce qu'ils sont parfois interprètes quand leurs parents viennent à l'école pour les relever de notes, avec la maturité incroyable que je décrivais tout à l'heure, de personnes autonomes dans la vie, mais ils acquièrent un statut d'enfant une fois qu'ils sont à l'école. Donc là, il y a quand même un gros travail à faire sur que fait-on des cultures populaires, en particulier à l'école, comment est-on capable de l'étayer. Il y a des gens qui s'intéressent à ça, Télé Carmonde par exemple, qui proposent des croisements de savoir et qui me paraît une veine tout à fait intéressante. Ça peut paraître loin de l'autonomie, à mon avis, c'est la périphérie de l'autonomie, c'est les arrière-plans qui permettent de la penser de manière pertinente. Je passerai du niveau macro au niveau micro, parce que l'autonomie, ça se prépare dans la classe. Et là, je milite pour une rencontre entre les pédagogies et les didactiques. Les pédagogies entre de la coopération, qui sont, je crois, un élément tout à fait important, parce que dans la coopération, justement, votre autonomie est à la fois mise à l'épreuve et construite, parce que vous vous confrontez à d'autres, et vous vous confrontez à d'autres points de vue. On peut supposer que c'est quelque chose qui forme ce type de prise de distance et de maîtrise intellectuelle, qui sont ceux que vise l'école jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours surpris par le fait que lorsqu'on parle d'école, on parle assez peu des apprentissages, qui à mon avis sont quand même une des choses essentielles. Donc voilà, ça suppose un travail au plan local. Les enseignants ont une forme de responsabilité dans la manière dont ils apprêtent les savoirs. Certes, il y a des transpositions didactiques qui leur donnent les savoirs savants, en gros, et qui leur disent, voilà, ça devient des programmes, mais ils ont une responsabilité immense
dans la manière de les transférer, de les transporter, de les apprêter auprès de leurs élèves. Et je pense que toutes les pédagogies ne sont pas identiques de ce point de vue-là. Certaines développent davantage l'autonomie. Donc là, il y a en effet un chantier. Et le point de vue socio-didactique que j'essaie de développer avec d'autres essaie de documenter cet aspect-là en disant, voilà, les élèves, ils sont à la fois ils sont confrontés à l'école à des logiques cognitives, c'est-à-dire qu'il y a une façon particulière à l'école de démontrer, qu'on appelle parfois le légal rationnel, hein, on ne peut pas être juste sur ses opinions, mais il y a aussi des apports culturels, il y a des savoirs qui sont des savoirs de l'école, et il y a aussi des aspects identitaires, c'est-à-dire que le sujet enfant ou le sujet élève n'est pas exactement le même qu'il est dans la cité, dans la famille, et celui qu'il est à l'école. On lève le doigt pour parler, quand on lève le doigt, on répond à son tour, on écoute les autres. Il y a toute une mise en forme de la personnalité dont on peut se passer, ou avec lesquelles on peut faire quelques entorses à l'extérieur, ou quelques embellissements, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc ces trois aspects à la fois, ils me paraissent importants à prendre en compte. Souvent, on ne valorise que l'un, le cognitif. Souvent, on valorise que l'autre, c'est l'érudition. Ou souvent, on est obsédé par le fait que les élèves aient de la motivation et de l'ambition. Moi, j'ai dit plutôt de l'ambition. Il vaut mieux parler d'aspiration, parce que dans l'aspiration, vous avez toujours cette dialectique entre le sujet et l'objet qui est fondatrice de l'autonomie. Lorsqu'on fait des opérations pour dire il faudrait que les enfants d'éducation populaire soient plus ambitieux, je pense qu'on se trompe très largement et qu'on peut au contraire déclencher des fantasmes de toute puissance chez ces élèves-là qui disent c'est vrai, j'ai un bac professionnel, mais je vais faire une fac d'histoire, hein, dans laquelle ils vont échouer de manière statistique, parce qu'ils n'imaginent pas le bagage intellectuel qu'il a fallu accumuler patiemment au cours des études pour y arriver. Voilà. Et en fait, il y a un niveau méso, qui est un niveau qui, à mon avis, est aussi largement sous-estimé, qui, entre autres, s'appelle le niveau de l'établissement, mais ça peut être aussi le niveau des cités éducatives, du bassin d'éducation, dans lequel les choses se passent aujourd'hui. Je dirais qu'au niveau de l'établissement, si les enseignants veulent se concerter sur ces questions d'autonomie, il faut qu'ils prennent du temps pour ça, il faut éventuellement qu'ils dégagent des heures, ils en ont le droit, les textes le permettent, pour s'organiser de façon collective. Et je dirais, c'est un peu la conclusion de mon bouquin aussi, c'est que les enseignants sont aujourd'hui attachés à développer des élèves autonomes, mais il faudrait qu'ils soient eux-mêmes autonomes. Et je pense qu'à la fois les modes de formation, auxquels je m'en même largement contribué, qui sont les leurs, ne les prédisposent pas à l'autonomie, parce qu'il y a aussi les modes de fonctionnement, ils ne sont pas pris comme des collectifs professionnels, ils ne sont pas pris au sérieux en tant que tels, on n'utilise pas la capitalisation des équipes éducatives et des équipes de recherche et des ingénieries pédagogiques pour travailler le métier de l'intérieur et faire en sorte qu'ils soient autonomes. J'aime beaucoup la métaphore de ce sociologue britannique qui dit que les établissements sont comme des boîtes à œufs, c'est-à-dire que les gens sont très très proches. Parfois on entend d'une classe à l'autre, mais pourtant ils ne se touchent pas, ils ne communiquent pas, alors que d'autres modèles, le Sun Studies dans d'autres pays, on prépare des leçons à plusieurs états, ces modèles-là existent, et je pense que ça serait bien de les exploiter pour une autonomie des enseignants, sans doute facteur important de l'autonomie des élèves.